C'est une Dordogne méconnue que vous allez découvrir aujourd'hui, celle qui coule dans les gorges profondes et encaissées de la Haute-Corrèze. Couleur, relief, espace, c'est un patrimoine de première importance qui a été totalement bouleversé, transformé par la main de l'homme. La preuve, nous sommes à l'Aigle, l'un des 5 grands barrages construits sur cette partie de la rivière. Ici, tout est géant, les ouvrages d'art, les histoires humaines, les panoramas. C'est l'endroit idéal pour faire voler notre drone équipé d'une caméra. Aujourd'hui, cap sur les gorges de la Dordogne. Nous commençons nos escapades au-dessus de Bord-les-Orgues, à 900 mètres d'altitude, sur l'un de ces hauts plateaux si caractéristiques de la région. Le lieu idéal pour toiser le paysage, en comprendre le sens ou bien tout simplement s'extasier. S'extasier devant cette incroyable curiosité géologique. On appelle cet endroit les orgues. Des colonnes verticales de 100 mètres de haut qui dessinent sur plus de 2 km un paysage naturel hors norme. Pour comprendre comment la nature a pu créer un tel spectacle, il faut remonter le temps. Il y a une dizaine de millions d'années en arrière. Ces colonnes sont constituées de phonolithes, textuellement pierre qui sonne. Il s'agit en fait de lave visqueuse. Il faut imaginer un volcan situé alors plus haut qui verse de son cratère des quantités considérables de phonolithes. Cette lave, en refroidissant, va se figer et créer ces colonnes. C'est dans ce paysage granitique, volcanique, que la Dordogne va se frayer un chemin, creuser les gorges au fond desquelles elle coule encore aujourd'hui. La rivière Dordogne arrive du Massif central avec beaucoup de tempérament. Forte pente, abondance d'eau, elle a toujours été puissante, fougueuse. Une réserve d'énergie que les hommes ont un jour décidé d'exploiter. Voici le premier barrage d'une longue série, celui de Bord-les-Orgues. On le surnomme le géant de la Dordogne. Un géant dont nous allons découvrir les entrailles. Waouh! Alors ici, on rentre plein cœur du barrage, en fait. On est vraiment dans la partie béton qui permet de retenir l'eau derrière le barrage. Donc là, on est dans cette galerie circulaire qui a été construite à l'origine, en fait, de la création du barrage. Et donc c'est une voie que l'on emprunte régulièrement et qui nous sert, entre autres, nous, à venir faire ce qu'on appelle les auscultations ou la surveillance de la vie du barrage. Mais il y a quoi, plusieurs dizaines de mètres là, c'est immense? Ah oui, parce qu'en fait, l'ouvrage de bord, il est relativement gigantesque. Il fait 120 mètres de haut, 80 mètres de profondeur à la base et encore 8 mètres d'épaisseur au niveau du couronnement, là où la route passe en fait. Donc là, on est à peu près à 40 mètres de hauteur, c'est-à-dire qu'au-dessous de nous, la route est encore à 80 mètres au-dessus. Et ici, on a plus de 60 mètres de profondeur. Ce barrage a aujourd'hui 60 ans. Racontez-nous les travaux, ça a dû être titanesque. Ah bah c'était une véritable épopée parce qu'il faut se rendre compte déjà 10 ans de travaux, 1500 ouvriers pour le réaliser. Donc vous imaginez à l'époque la dimension du chantier pour réunir 1500 personnes pour travailler comme ça. On a atteint des cadences de bétonnage journalières jusqu'à 3200 mètres cubes par jour. Encore aujourd'hui, ça force l'admiration quand même, ce chantier. Ah bah tout à fait, quand on voit les images d'archives, on se rend compte de la dimension que ça représentait et que ça représenterait toujours si on était amené à refaire exactement le même aménagement en fait.
ce barrage, vous êtes amené à le surveiller régulièrement. Tout à fait. Alors ça donne quoi? Eh ben, tout se passe très bien. En fait, parmi nos missions vraiment cœur de métier, l'une des plus importantes est la surveillance des ouvrages. Donc on est sur l'auscultation, on a différents types d'instruments de mesure au cœur même du barrage, plus de 150 répartis sur l'ensemble du barrage de bord par exemple. Ça représente de l'ordre de 8000 points de mesure chaque année. Donc tous les 15 jours, des agents viennent récupérer les données de ces informations et viennent les comparer avec celles que l'on a en historique. C'est un barrage qui est important, à la fois sur la vallée de la Dordogne, mais également en France en termes de production. Oui, alors clairement ça fait partie de ce qu'on appelle nous les usines nationales, c'est-à-dire qu'elles sont vues et importantes en termes de tenue du système électrique au niveau vraiment français. Ensuite, en ce qui concerne la vallée de la Dordogne, c'est l'aménagement de tête, c'est-à-dire c'est le premier grand aménagement sur la vallée de la Dordogne. Donc par construction, comme sur toutes les vallées hydroélectriques, l'ouvrage de tête, c'est toujours l'ouvrage le plus imposant, donc le plus haut, avec la retenue la plus grande. L'ascenseur, il était déjà là à la construction? Ah oui, ils avaient pensé à tout. Hein. Et maintenant, je vous emmène jusqu'au sommet du barrage. C'est hallucinant. Là, faut pas avoir le vertige. Où est-ce que nous sommes exactement, Chris? Alors là, on est quasiment tout en haut du barrage, donc à 120 mètres de hauteur. Et on est face à l'évacuateur de crue en forme de seau à ski. Donc cette forme si impressionnante que l'on voit quand on arrive face à l'aménagement, en fait. À quoi ça sert? Alors ça, en fait, ça sert à passer les crues, c'est-à-dire des moments où, dans la vie du barrage, on va connaître des périodes de fort débit, parce qu'il pleut énormément, parce qu'il y a la neige qui fond. Et donc ces périodes de débit importants, il faut être capable de le faire passer à travers l'aménagement. Donc c'est pour ça qu'on aménage des possibilités d'évacuation de cette eau. Cette vallée de la Dordogne, par sa géographie, par la puissance aussi de l'eau qu'il y a ici, c'était le lieu idéal pour vous en fait? C'est clairement l'une des très belles et très importantes vallées hydroélectriques de France, avec cet aménagement qui est extrêmement important, mais aussi l'ensemble de la trentaine d'aménagements qui a été construit tout le long de la vallée et qui nous permet d'afficher une puissance disponible supérieure à une tranche nucléaire. Par exemple. Donc là, on est très haut, et là derrière, qu'est-ce qu'il y a? Derrière, pas grand-chose, quelques litres d'eau à peine. Quelques litres d'eau. Même si cela est quasi impossible, on a calculé que si le barrage cédait, il lâcherait une vague de 70 mètres de haut. Certains matins, le lac artificiel de Bord-les-Orgues, qui atteint par endroits 100 mètres de profondeur, a des faux airs de loch écossais. 21 km de long, c'est la deuxième retenue de France après Serre-Ponçon. Un site d'une beauté inouïe, prisé par les touristes, les pêcheurs, les amateurs de grands espaces. Il faut avouer que le lieu ne manque pas d'arguments pour vous séduire. Nous sommes ici au château de Val, construit au XVe siècle sur un emplacement occupé déjà depuis fort longtemps. On le croirait tout droit sorti d'un conte de fées. Avec sa chapelle gothique, ses tours coiffées de toits à poivrière, il a tous les aspects d'un palais d'agrément. Mais cette apparence est trompeuse car sa vocation première est bien défensive. Il faut imaginer qu'il y a 60 ans, avant la mise en eau, le château de Val n'était pas sur une presqu'île mais bien en hauteur, sur un rocher qui dominait toute la vallée. Ce rescapé des eaux est emblématique des bouleversements qu'a connus la région avec la construction des barrages.
En 25 ans, la Dordogne et ses affluents ont laissé place à un gigantesque escalier de plusieurs barrages. On trouve ici la plus grosse concentration d'équipements hydroélectriques dans toute l'Europe. Louis-Olivier Vité, romancier originaire de la Haute-Vallée de la Dordogne, a toujours été intrigué par cette période où les hommes ont façonné de nouveaux paysages. Vous voyez Eric, ici, vous avez la vallée, vous avez un lac qui est absolument superbe. Alors on voit, il a un petit peu baissé, EDF a turbiné. Mais en dessous, si ça continuait de baisser, vous découvririez tout un univers avec des routes, des villages, des maisons, des ponts. Et par exemple, là, pas bien loin de là où on est, une petite route qui descend, qui plonge dans l'eau. Et au bout de cette route, vous avez un pont qui est à peu près intact, sauf que pendant la guerre, la résistance l'a fait sauter. Donc il manque une arche. Il a été construit à la fin du 19e siècle. Mais quand le barrage est dénoyé, eh bien ce pont revient dans toute sa splendeur. Il n'est pas sale, il n'est pas abîmé, il n'y a pas d'algues, il n'y a pas de boue, il n'y a rien du tout. Et ici, vous aviez un village qui s'appelait l'Anneau d'Arche. Alors Arche, c'est une petite commune qui est de l'autre côté de la colline, côté Cantal. Et l'Anneau, ça veut dire que c'était un endroit où on passait, traversait, voilà, avec un bac. L'Anneau. Alors partout où vous avez l'eau dans la vallée, vous savez qu'il y avait un passage avec un bateau et avec des bateliers qui faisaient passer avant les ponts. L'Anneau d'Arche, il y a eu un pont un petit peu plus tard, mais autrefois c'était un bac. Et ici, on est pile au-dessus pratiquement du village de l'Anneau d'Arche qui est englouti aujourd'hui. Il y a eu au total 4 villages qui ont été noyés ici dans cette partie de la rivière. Il faut comprendre que derrière les villages, ce sont des histoires humaines. De belles histoires humaines et surtout une civilisation parce qu'au fond de la vallée, d'abord on parlait une langue plus douce que sur les plateaux, on ne mangeait pas de la même manière, on vivait de la rivière, du saumon, on avait des légumes avant tout le monde et puis il y avait une vie plus douce parce qu'il y faisait plus doux tout simplement et c'était surtout un peuple de voyageurs, de marins voyageurs, de paysans voyageurs qui descendaient jusqu'à Bordeaux et qui remontaient. C'est tout un monde qui est sous cette eau. Mais elle est toujours là la rivière, elle est en dessous. Elle n'a pas disparu. Elle vit toujours. Et il suffit de vider ça et la rivière tout de suite reprend son cours d'autrefois avec les mêmes rochers, les mêmes méandres, les mêmes couleurs, le même bruit. Parce que ce qu'il faut se dire, c'est qu'ici, autrefois, la vallée, elle était brillante. Depuis la nuit des temps, depuis la création de la Terre. Et puis, en 1952, elle s'est tue. Et c'était jamais arrivé. C'était jamais arrivé. Le silence, ici, c'est nouveau. C'est juste 60 ans. Dès qu'on est dans ces gorges de la Dordogne, on sent une espèce de puissance naturelle. Alors, c'est un endroit ici, aujourd'hui où la rivière est noyée, c'est un endroit où des gens ressentent le mal de Florence, tellement c'est beau, tellement c'est impressionnant, tellement c'est oppressant de beauté et de grandeur. Et c'est vrai qu'ici, autrefois, on est sur un pont qui est construit quelques dizaines de mètres au-dessus d'un ancien pont, le pont de Saint-Projet, et qui portait le nom de Saint-Projet-le-Désert, ce village. Mais alors, si je vous comprends bien, il y a à nouveau des villages engloutis ici? Ici, oui. Mais par exemple, là, si vous regardez sous l'eau, vous regardez bien, il y a l'auberge chez Raymond, sur la rive gauche. Et si vous traversez la rivière, vous avez une église avec le couvent de Saint-Projet, qui est là, sous nos pieds pratiquement. Et puis alors, ce qui est très émouvant quand on dénoie, c'est que tout au bout, là, dans ce petit renfoncement de la colline, il y a un cimetière, c'est le cimetière des Sœurs de Saint-Projet. Et ce cimetière, aujourd'hui, il est sous l'eau. Cette histoire qui vous a inspiré pour écrire certains de vos romans, vous l'avez trouvée où? Elle n'est pas dans les livres. Je me promène, j'écoute, on me raconte, je fais l'éponge. Et cette mémoire orale, je la transmets dans mes livres. Et c'est une transmission presque orale, bien sûr, elle est livresque, mais je transmets par mes livres ce que j'ai entendu et non pas ce que j'ai lu. Et pour moi, c'est très important, parce que la vallée, elle est dans nos mémoires, dans la mémoire collective, et cette mémoire, il faut la préserver. Et cette mémoire, elle n'est pas sous l'eau, elle est ici. À se promener avec vous, à l'évocation de ces histoires et en regardant les paysages, on a un sentiment partagé. Partagé parce que voilà, on aimerait que la vallée soit comme autrefois, aussi belle. C'était une très belle vallée. Et les cartes postales anciennes le prouvent. Puis aujourd'hui, ça reste très beau, mais la vallée n'existe plus. Alors voilà, on est devant ce spectacle incroyable de beauté, de grandeur. Et puis en même temps, il y a cette souffrance d'avoir perdu un univers, d'avoir perdu un monde. Et on est entre les deux, on ne sait pas très bien où se situer en fait. Pour retrouver ce temps d'avant, nous continuons notre descente des gorges en direction du village de Spontour afin de rencontrer une figure, un personnage, Altero Betti.
À lui seul, il résume les grands moments de cette vallée. Ses parents sont venus d'Italie pour travailler lors de la construction des barrages. Il a épousé la fille du dernier gabarier. Mais Altero est surtout connu comme accordéoniste. Sa maison était le plus fréquenté des dancings. À croire que la musique est un élixir de jouvence, car c'est un jeune homme de 92 ans qui nous attend. Mais c'est immense ici. Eh oui, c'est immense. C'était notre petit dancing, le triolet, voilà. Il y avait combien de personnes qui venaient ici guincher? On faisait 400 entrées là, une moyenne de 400 entrées. Et la conclusion, c'est que j'ai eu toutes les grandes vedettes de l'accordéon qui ont joué sur cette estrade. Ah oui, on voit les affiches. Ah oui, non, là c'est moi. Ah, Altero Betti et son Là, orchestre. tout ça c'est moi. Tout ça c'est mon époque là-bas. Comment un gamin qui arrive d'Italie devient la vedette du Limousin et de la Corrèze en accordéon? Eh bien, je vais vous dire. Les Italiens, je vais exagérer peut-être, mais ils naissent avec une truelle à la main ou une mandoline ou une clarinette, tu vois ce que je veux. Et moi, ça a dû être pareil, parce que j'ai rien appris, j'ai pas fait de solfège, rien. J'ai fait un an de solfège avec un pianiste, donc le pianiste, il pouvait pas m'apprendre l'accordéon. C'était le temps des gabariers qui descendaient au fil de la Dordogne sur leur bateau qu'ils conduisaient du haut pays jusqu'en basse Gascogne. Le beau voyage en vérité entre les bois bas et les profonds. Le beau voyage au fil de l'onde au temps du Altero, l'un de vos grands succès, peut-être le plus grand, c'est le temps des gabariers. Cette chanson, elle a été écrite grâce au souvenir de votre beau-père. Voilà. Qu'est-ce que ça raconte, cette histoire? En quoi ça parle bien d'une époque qui n'existe plus? Eh bien oui, parce que moi, quand je suis venu à Spontour, j'avais donc 17 ans. J'ai connu mon beau-père qui m'a raconté, puisqu'il avait fait des descentes avant la guerre de 14, des descentes en gabar. Il était mousse à l'époque, après il les a conduites aussi, enfin bref. Et j'ai connu les Clary, les Léry, tous ces anciens gabariers qui existaient encore quand je suis venu ici. Donc tout était basé sur la construction des gabars, les charbonnières qu'ils faisaient dans les bois, et puis la pêche, le braconnage. Racontez-nous cette Dordogne d'avant les barrages. C'était comment au pied de votre maison? Eh bien, au pied de notre maison, c'était la vraie Dordogne qui chantait. On entendait chanter cette rivière parce qu'il y avait un courant terrible. Et quand je suis arrivé à Spontour, tous les gens de Spontour, je ne suis pas originaire de Spontour, quand je suis arrivé à Spontour, j'entendais les gens, ils criaient. Ils parlaient fort, fort. J'ai dit, comment ça se fait que les gens parlent si fort? Je me suis rendu compte après pourquoi, parce qu'il y avait ce fond de bruit, les gens se parlaient très fort. Et alors j'ai connu la rivière avec ses truites, ses goujons, les anguilles et tout le fourbi. Toute la vie de cette vallée de Spontour était axée sur la rivière, sur la Dordogne. C'est la Dordogne qui nous a fait vivre. On sent bien que la vie, elle a été bouleversée quand même avec ces barrages. Mais vos parents ont travaillé, et vous aussi d'ailleurs, hein, autour des barrages. Ça se passait comment, l'ambiance? Parce que ça arrivait de partout pour travailler à ce moment-là. Écoutez, je voudrais voir des photos. Déjà à Marège, il y avait 20 cantines. Il y avait, je vais même, vous excuserez, vous l'effacerez si vous voulez, il y avait même un bordel. À Marège, oui, chez La Pedra, ça s'appelait, c'est un Espagnol qui est. Vous avez retenu le nom, hein, apparemment. Ah oui, je l'ai retenu parce moi, j'avais pas le droit d'y aller, j'avais 15 ans, tu vois, là. Et alors, il y avait 20 cantines portugaises, françaises, espagnoles, yougoslaves. C'était presque l'Europe avant l'heure, à vous entendre. C'est ce que j'ai dit. L'Europe, on l'a construite, nous, à ce moment-là. Lâchez les amarres, les gabarres sont chargés. C'est le moment qu'au départ, chantons nos joyeux gabarres. Ils vont faire un long voyage, vive la vie. Leurs sourires ont d'Auvergne jusqu'en Gascogne, au gabarier de Dordogne.
De l'eau et des forêts à perte de vue. En survolant ces gorges de la Dordogne, on découvre un patrimoine naturel exceptionnel. Enfin naturel. Comme toujours, les paysages sont aussi le reflet des activités de l'homme. Sa présence, comme son absence, dessine l'environnement. Lorsqu'on se promène dans cette région, on est quand même marqué par l'omniprésence des arbres, des forêts. Alors c'est vrai, parce que c'est l'essentiel désormais, nos paysages de la haute vallée de la Dordogne. Il faut bien comprendre qu'ici, à l'endroit où on se trouve, il n'y a pas moins de 150 km de forêt non-stop le long de la vallée de la Dordogne. Ce qui, soit dit en passant, Eric, est l'un des principaux corridors biologiques forestiers, boisés en France, l'un des plus importants à coup sûr. Cette forêt, elle a toujours existé sur ces territoires? Ou que non. C'est une invention assez récente qui est vraiment liée à l'exode rural. Auparavant, 100 ans en arrière, beaucoup de monde partout dans la région. Le Limousin était l'une des régions les plus fertiles. 1 million d'habitants, quasiment 1 million. Aujourd'hui, on est à 760 et quelques mille. Donc du monde partout, même dans ces pentes abruptes. Et donc des paysages ouverts, comme ce milieu que l'on appelle chez nous la lande à bruyère, qui est vraiment le paysage caractéristique des terres d'antan du Limousin. Qu'est-ce que c'est beau? Où est-ce qu'on est là? Dans un des nombreux endroits en Limousin où il y a des petits joyaux comme ça, sans prétention, Notre-Dame-du-Roc, cette jolie petite chapelle logée au pied de sa falaise et dans une immensité de bois. Pour le naturaliste que vous êtes, c'est quand même un terrain de jeu incroyable ici. Véritablement. On se trouve dans les secteurs naturels les plus sauvages du Limousin. On parle souvent du plateau de Millevaches qui n'est pas très loin, mais il faut savoir que les gorges de la Dordogne sont probablement bien mieux dotées en quantité d'espèces animales et végétales. Certains mammifères, les cerfs, qui durant l'automne brament ici dans la vallée, c'est très spectaculaire. Mais on peut en rencontrer ou au moins en entendre des cerfs? Bien sûr, il y a une superbe population entre Bord-les-Orgues et puis Argentat. C'est toutes les gorges qui vont être investies par ce grand mammifère, le plus grand des mammifères du Limousin, à près de 200 kg pour certains géniteurs. Ensuite, ce sont les oiseaux. Et là, en effet, l'ornithologue que je suis est comblé dans cet espace naturel avec du faucon pèlerin, du hibou grand-duc, du grand corbeau. Puis il y a le rapace qui est le chouchou du lieu, qui est d'ailleurs l'emblème du pays vallée de la Dordogne, c'est le Milan royal. Un rapace, bec crochu, pattes griffues, avec cette queue triangulaire rousse, c'est un véritable bijou. Et il y a de l'ordre d'une trentaine de couples qui nichent ici. Nous sommes au barrage du Chastan. J'imagine que ces constructions n'ont pas bouleversé seulement que la vie des hommes. Ah non, ça a complètement cassé le moteur naturel de la rivière. C'est vrai qu'il faut bien imaginer que cette rivière, elle était libre, elle était sauvage, et à un moment donné, on y a érigé des dizaines de barrages, non pas seulement sur la Dordogne, mais sur ses affluents. Imaginez, 80 mètres de béton, quantité de poissons migrateurs n'ont plus pu remonter le cours de la rivière. Et puis, c'est vrai que cette forêt omniprésente qui a gagné sur les versants abandonnés par les hommes. J'ai l'impression que tous les habitants de cette vallée ont, à un moment ou à un autre, un rapport avec ces barrages. Inévitablement, hein. Je veux dire, on vient de là. Il fallait la franchir à un moment donné, cette rivière. Avant, c'était compliqué. Désormais, c'est beaucoup plus simple grâce au barrage. Et puis, tout comme moi, c'est vrai que c'est pas sans une certaine émotion que je me trouve ici, parce que mes deux grands-parents y ont, passez-moi l'expression, trimé, bossé. Hein. Ça fait travailler des dizaines, des centaines, des milliers de personnes. Et comme l'un de mes grands-pères, sortir de sa condition de métayer, où il n'avait aucun terrain, où il avait du mal à vivre, à survivre. Et c'est vrai que ça a été une chance pour eux. Alors, pas pour la nature totalement, mais en tous les cas pour les hommes, ça les a quelque peu enrichis. Que l'on soit nostalgique de ce passé englouti sous les eaux ou admiratif de la capacité humaine à utiliser, dompter la nature, il n'en reste pas moins que cette rivière a toujours structuré la vie de cette vallée. L'histoire des gorges de la Dordogne, c'est autant l'histoire de la peine que celle du génie des hommes.
La semaine prochaine, donc, Sud-Ouest, Éric Perrin.